Dans cette vidéo, nous allons vous présenter deux choses. Dans une première partie, on va vous présenter ce que sont les exclusions du marché en ce qui concerne l'armement. On va vous expliquer ce que sont les armes controversées. Et dans une deuxième partie, on va vous présenter les grands sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance qu'un analyste regarde pour analyser une entreprise dans le secteur de la BITD, la base industrielle et technologique de défense. L'idée, c'est que vous preniez de la hauteur et que vous vous fassiez une opinion propre sur le financement et l'investissement dans le secteur de la défense. Avant de commencer, je précise que nous sommes d'anciens investisseurs et que nous avons vu passer des dossiers d'investissement d'entreprises dans le secteur de l'armement ou bien actifs dans la filière. Et en réalité, c'est un secteur qui est peu commun pour les investisseurs et c'est compliqué. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de creuser le sujet pour répondre à deux questions importantes. Y a-t-il des entreprises qu'il faut exclure et pourquoi ? Et deuxième question, quels sont les sujets extra-financiers à prendre en compte pour investir dans une entreprise qui fait de l'armement? Ce sont deux sujets qui sont bien distincts. Quand on parle du premier concept concernant les exclusions, on se met à la place des investisseurs qui ne veulent pas investir ou financer des entreprises qui produisent des armes non discriminantes, c'est-à-dire des armes qui tuent sans vraiment savoir qui elles tuent. Comme des mines antipersonnelles par exemple. Tu la poses dans un champ ou sur une route et on ne sait pas qui va marcher dessus. Et pour certains investisseurs responsables, ce n'est pas acceptable de financer des entreprises qui contribuent à cela. Ils ont par exemple peur du risque de controverse si on apprenait qu'ils ont financé des entreprises qui ont produit des armes, qui ont tué des centaines d'enfants qui n'ont rien demandé. Et au-delà de la tragédie, pour leur réputation, ce serait affreux. Donc, ils les excluent car le risque de réputation est trop important pour eux. Le deuxième concept, c'est la prise en compte de critères extra-financiers pour évaluer les différents risques auxquels est soumise une entreprise. Dans ce cas-là, on ne regarde pas vraiment la nature du produit, comme des armes ou des munitions. On va plus se concentrer sur les pratiques sociales de l'entreprise, sa gouvernance, ses politiques environnementales, etc. Alors, commençons par la première partie sur les exclusions. Les exclusions ne concernent habituellement que les entreprises qui fabriquent, vendent, stockent ou conseillent sur des armes dites non conventionnelles, c'est-à-dire des armes non discriminantes. Pour être clair, pour la plupart de ces armes, elles ne permettent pas d'atteindre une cible de manière précise. Elles sont décrites dans les conventions d'Oslo, d'Ottawa et dans la Convention sur les armes chimiques et d'autres conventions. Pour voir ce que fait le marché, on vous propose de regarder la méthodologie de certains indices de MSCI qui excluent les armes controversées. Voici la liste des armes controversées que MSCI utilise. Alors, on s'est permis de la traduire en français pour être plus clair. Selon MSCI, les armes controversées incluent les bombes à sous-munitions, les mines antipersonnelles, les armes à uranium appauvri, les armes chimiques, les armes biologiques, les armes à laser aveuglantes, les armes à fragments non détectables et les armes incendiaires ou utilisant du phosphore blanc. Je vous propose qu'on les redescende les unes après les autres. Il y a tout d'abord les armes à sous-munitions. Ce sont des armes qui dispersent des sous-munitions. Donc au final, elles dispersent en explosant une pluie de bombes ou de balles. Et on ne sait pas qui on va toucher, mais on sait que ça va suffisamment bien quadriller la zone pour taper la cible. Ensuite, il y a les mines antipersonnelles. Je pense que ce sont les plus connues. Alors, on a hésité à vous mettre une photo d'enfant sans jambes, mais on s'est dit qu'on allait vous épargner cela. Le problème avec les mines antipersonnelles, c'est qu'on ne sait jamais qui va marcher dessus, parce qu'elles sont camouflées dans le sol et que même 15 ans après la guerre, les mines fonctionnent toujours, et qu'elles finissent également toujours par toucher les populations civiles. Le troisième type d'armes non conventionnelles, ce sont les armes à uranium appauvri. L'uranium appauvri est pratiquement 2 fois plus dense que le plomb. Et donc c'est idéal pour perforer à peu près n'importe quoi, en particulier des chars et tout ce qui est blindé. Le problème, c'est que l'uranium appauvri, c'est très toxique et radioactif. Et les populations dans la zone d'utilisation de ce type d'armes développent des cancers et des malformations. Passons aux armes chimiques. Les armes chimiques utilisent des substances ultra toxiques, comme des gaz ou des agents neurotoxiques qui agissent immédiatement sur les poumons, la peau, les yeux, etc. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi ce sont des armes non discriminantes et pourquoi leur caractère controversé ne devrait étonner personne. La cinquième catégorie d'armes controversées, ce sont les armes biologiques. Elles utilisent, elles, des agents pathogènes, c'est-à-dire des bactéries, des virus, des champignons ou bien des toxines naturelles pour provoquer des maladies graves ou la mort. L'objectif de ce type d'armes, c'est d'affaiblir les populations ou les armées en propageant une maladie, souvent de manière invisible et différée. Vous avez compris l'idée, je pense qu'on peut dire que c'est une arme controversée. La sixième catégorie d'armes controversées selon MSCI, ce sont les armes à laser aveuglantes. Celles-là,
Elles sont un peu moins connues, mais je pense tout aussi efficaces. Les armes à laser aveuglantes, elles ont pour objectif de détruire temporairement, et plus généralement définitivement, la vision humaine en envoyant un faisceau laser directement vers les yeux. Pour le coup, ces armes sont discriminantes. On sait qui on vise, mais elles sont traîtres car elles sont totalement silencieuses. Elles sont controversées pour cela, et aussi car elles causent des dommages permanents aux yeux et sans avertissement. Elles sont difficiles à détecter parce que le laser est quasiment invisible, très rapide et silencieux. Il n'y a malheureusement presque aucune protection efficace pour ce type d'arme, même une visière ne suffit pas toujours. Une autre typologie d'armes controversées, et pour cause, ce sont les armes à fragments non détectables. Il s'agit d'armes explosives, comme des grenades, des obus ou des mines, qui explosent en dispersant des milliers de fragments spécialement conçus pour être indétectables par les rayons X ou tout autre moyen médical classique. Donc l'objectif de ce type d'arme, c'est de rendre impossible, ou très difficile, la localisation des fragments dans le corps, ce qui retarde ou empêche d'ailleurs les soins médicaux. Finalement, la dernière catégorie d'armes controversées selon MSCI sont les armes incendiaires. Les armes incendiaires sont des armes conçues pour mettre le feu, pour brûler ou pour détruire par la chaleur extrême. Leur objectif principal est assez facile à comprendre, c'est de provoquer des incendies ou d'infliger des brûlures graves jusqu'aux os, certaines fois, ou détruire du matériel et des infrastructures. Ces armes incluent les bombes au phosphore blanc qui sont utilisées sous prétexte de provoquer des fumigènes et brouiller le champ d'opération, mais qui causent aussi des brûlures fatales à tous ceux qui sont sur le champ des opérations. Toutes les armes que nous avons vues sont controversées. Elles sont controversées parce que, pour la plupart, elles sont interdites par des conventions comme la Convention d'Oslo ou la Convention d'Ottawa, mais pas toutes. Par exemple, les armes à uranium appauvri ne sont interdites par aucune convention. Le vrai problème, en réalité, c'est que de nombreux pays n'ont pas ratifié ces conventions, comme par exemple les États-Unis, la Chine, Israël, l'Inde ou la Russie. Et c'est pour cette raison-là qu'on parle d'armes controversées. Elles sont autorisées dans certains pays et interdites dans d'autres. Bon, après, pendant qu'on y était, on a voulu se faire plaisir, on a voulu aussi vous montrer très rapidement des systèmes d'armes autonomes qui sont capables de sélectionner et de tuer sans aucune intervention humaine directe. Elles ne sont pas interdites et elles ne sont pas dans la liste des armes controversées de MSCI. Pourtant, elles sont peut-être sujettes à controverse. Après, sur le nucléaire, on a eu nous-mêmes une controverse entre nous. Donc, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et donc, finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas vous en parler. Donc, on vous laisse vous faire votre avis vous-même sur ce sujet. Maintenant qu'on a présenté ce que sont les armes controversées, je vous propose qu'on regarde qui sont les producteurs d'armes controversées. On vous rappelle que le secteur de l'armement représente 1,7% du MSCI World. Cet indice regroupe les 1400 entreprises les plus importantes du monde. Sur ces 1400 entreprises, il y en a 28 qui sont dans le secteur de la défense, et sur ces 28, une grande majorité sont américaines, 16 entreprises, et 4 sont françaises, ce qui est vraiment important. Donc on a Airbus, Safran, Thales et Dassault Aviation. Alors, qui fabrique ces fameuses armes controversées? Bien, a priori, ce sont les entreprises d'armement des pays qui n'ont pas ratifié les traités. Mais je ne mettrai pas ma main à couper que certaines entreprises des pays ayant ratifié les traités n'en fabriquent pas non plus, même si officiellement elles n'ont pas le droit. Mais là, je n'ai pas envie d'avoir de problème, donc je n'en dirai pas plus. Comme vous vous en doutez, ce ne sont pas des PME qui fabriquent des armes à sous-munitions, des armes incendiaires, des armes à uranium appauvri. Ce sont les grosses entreprises et elles font tellement de choses et ont des chiffres d'affaires tellement importants qu'en réalité, il est très difficile de déterminer qui fait ce type d'armes. Ce qu'on peut vous dire, c'est que selon certains fournisseurs de données, Airbus, Thales, Dassault Aviation et Safran auraient une part de leur chiffre d'affaires liée aux armements controversés. Les informations publiques sur ce sujet sont très difficiles à obtenir. Les grosses entreprises précisent généralement qu'elles respectent les accords internationaux. Cependant, dans les données que nous avons déjà rencontrées provenant de fournisseurs de données, il est indiqué que ces sociétés sont liées à des armes controversées. On le voit par exemple en source ouverte dans un document de State Street qui date de 2019 et qui montre qu'Airbus est exclu à cause des armes controversées. Thales également, ainsi que Safran et Dassault Aviation. Vous le voyez, elles sont flaguées en tant qu'armes controversées. Avant de passer à la suite, si vous désirez vous abonner à notre merveilleuse veille, n'hésitez surtout pas. La veille contient 4-5 vidéos par mois. On organise également un call par mois en one-to-one d'une trentaine de minutes pour répondre à toutes vos questions sur la finance durable et l'investissement en général et pour vous aider à avancer dans tous vos projets. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en commentaire ou à nous appeler si vous désirez en savoir plus.
Pour récapituler, on a vu la liste des armes controversées, on a vu que certaines agences de notation identifiaient Thales, Airbus, Safran et Dassault comme ayant une exposition potentielle à des armes controversées. Voyons maintenant ce qu'ont fait jusqu'à présent les investisseurs au sujet de l'armement. Et pour cela, prenons deux exemples très concrets de politique d'exclusion, Amundi et Mirova. Amundi divise ses exclusions liées à l'armement en deux parties. La première partie, les exclusions liées aux conventions internationales. La deuxième partie, les exclusions additionnelles. En ce qui concerne la première partie, les exclusions liées aux conventions internationales, Amundi exclut, comme l'immense majorité des investisseurs français, les émetteurs impliqués dans la fabrication, la vente, le stockage et le service liés aux mines antipersonnelles et aux bombes à sous-munitions interdites par les traités d'Ottawa et d'Oslo. Idem pour les armes chimiques et biologiques. Ensuite, Amundi détaille ses exclusions additionnelles. Elle exclut les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 5% issu des armes à uranium appauvri. Si une entreprise fait moins de 5% dans l'uranium appauvri, eh bien, elle ne sera pas exclue. Pour information, Amundi n'exclut ni Airbus, ni Safran, ni Thales, ni Dassault Aviation. On a vérifié dans les rapports annuels des fonds d'Amundi et il y a bien ces 4 entreprises dans les investissements. Alors, vous allez me dire, mais alors, pourquoi si les agences de notation disent que ces sociétés sont liées à des armes controversées, Amundi ne les exclut pas? Eh bien, la réponse c'est que ces entreprises peuvent être peut-être liées aux armes controversées, mais souvent pour un chiffre d'affaires très faible, moins de 1% du chiffre d'affaires. Du coup, les investisseurs institutionnels se disent moins de 1% du chiffre d'affaires, c'est négligeable, c'est acceptable. Un exemple complètement à l'opposé, c'est Mirova qui exclut aujourd'hui l'armement de manière générale. Au 31 décembre 2023, aucun des 18 fonds listés ici ne détenait du Airbus, Safran, Thales ou Dassault Aviation. En revanche, aujourd'hui, étant donné le contexte international, Mirova se demande s'il ne devrait pas autoriser l'armement. Passons maintenant à la deuxième partie sur les risques ESG concernant l'armement. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais nous n'avons pas mentionné le mot ESG dans la première partie. C'est normal parce que ce n'était pas le sujet. On a juste mentionné le fait que certains investisseurs pouvaient ne pas vouloir investir dans des entreprises qui produisaient des armements controversés. On va maintenant parler des risques ESG. On vous en parle parce qu'on entend que le sujet de l'ESG est un frein au financement de l'armement. Et pour nous, c'est vraiment pas le cas. Ce qu'on veut dire, c'est que l'analyse des risques fait partie du métier d'un investisseur. Et à ce titre, ce qu'on appelle l'ESG, c'est simplement la prise en compte de risques potentiels additionnels. Par exemple, l'entreprise a-t-elle un risque de réputation pour mauvaises conditions de travail? Est-ce que ça va avoir un impact sur la gestion de ses ressources humaines? L'entreprise a-t-elle un risque d'interdiction de marché public en cas de corruption ou de fraude? C'est tout cela les risques ESG et ça n'empêche absolument pas l'investissement, mais ça façonne la prise de décision d'investir et à quel prix. Oui, tout cela, ce sont des questions que beaucoup d'investisseurs se posent avant tout investissement. Ça fait partie de leur boulot. Et pour info, les grands sujets extra-financiers dans l'armement sont, selon SASB, la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, la sécurité des données, l'éthique des affaires et la qualité des produits. Oui, et vous voyez que la qualité des produits, en l'occurrence sur l'armement, ça a un impact très important parce qu'il faut absolument que ce soit de bonne qualité, qu'il y ait assez de fragments dans les bombes, sinon ça va pas très bien marcher. Bon. On ne va pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est qu'une analyse de risque ESG, car ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que le débat actuel qui consiste à dire que l'ESG empêche le financement des PME et des entreprises françaises dans le secteur de la défense nous semble être un faux débat. L'ESG, c'est juste une méthode d'analyse. Après, il est probable que certains investisseurs ayant peur du risque de réputation regardent à 2 fois avant de faire un investissement dans le secteur de la défense. Mais entre nous, les boîtes qu'on a déjà vu passer l'un et l'autre dans le secteur de la défense étaient souvent très loin de l'armement proprement dit, et les points d'achoppement d'un point de vue investissement étaient bien plus financiers qu'extra-financiers, et ça pouvait porter notamment sur l'endettement des entreprises qui est très important dans le secteur. Voilà ce que nous voulions vous partager au sujet de la défense. J'espère que c'est plus clair dans vos têtes et que vous avez maintenant assez d'armes pour vous faire une opinion éclairée sur le sujet. À bientôt.